Il y avait une première question qui vous était posée, je ne sais pas si elle vous a été mise, mais c'était à savoir comment vous allez. Je vais présumer que tout le monde va bien, à moins que Sarah ait des informations là-dessus. Oui, alors si vous voulez, vous pouvez répondre à la question en cliquant sur le lien que je vous ai mis donc, dans la conversation à la réunion. La conversation à la réunion, vous voyez normalement en dessous de votre écran vidéo, vous avez une petite main qui se lève. À côté, vous avez une petite bulle, on va dire comme dans une BD. Et c'est là que vous pouvez aller et cliquer sur le sondage dont je viens de vous mettre le lien. Normalement, en cliquant dessus, vous accédez facilement au sondage et dès que Guy me donnera le top, je donnerai les résultats. Eh bien, écoute, Sarah, dès qu'il y a suffisamment de monde qui ont répondu, parce que moi, je ne le vois pas, et on accueille encore des gens. Oui. J'attends 1 minute et donc pour les gens qui viennent d'arriver, si vous le souhaitez, on a lancé une première question donc dans le chat. Vous avez juste à cliquer sur le lien pour accéder à la question. Et d'ici quelques secondes, je vais aller voir les réponses et vous les donner. Donc la première question, Guy, c'était comment vous sentez-vous en cette période? Et donc, hop, je vais regarder les résultats. Et bien, globalement, les gens vont très bien à 55%. Voilà, vont très bien, plutôt bien à 33%. Et on va avoir que 16% un peu moins bien. Mais donc, voilà, les gens sont contents d'être ici, a priori. Bon, ben excellent. Alors, les 16%, notre objectif pour les prochaines 90 minutes, c'est de vous récupérer et on va tous se retrouver dans le très bien. Alors, je tente mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Alors, écoutez, on va commencer par une présentation rapide des organisations. Ah non, c'est vrai, j'ai une question avant à vous poser, la deuxième. Et, attendez. Pour vous, qu'est-ce que c'est une longue période de consultation? Et vous allez découvrir que pour l'Office de consultation publique de Montréal et pour EDF, ce n'est pas la même chose, ce qui est intéressant dans la comparaison. Est-ce que Sarah, tu as pu mettre la question? Oui. Oui, à nouveau, la question est dans le chat. J'attends que les gens commencent à répondre. Pour les premiers votes, pour l'instant, on est pour... ça y est, il y a de plus en plus de votes. J'attends un peu, je vois le nombre de votes monter. Alors, une longue période de consultation, c'est pour l'instant pour plus de 80% des répondants de 12 à 36 mois. Et on est 6% pour les 3 autres réponses, 10 ans et plus, 6 à 12 mois, 3 à 10 ans. Très, très, très intéressant. Donc, 12 à 36 mois, l'écrasante majorité. L'écrasante majorité. Bien, écoutez, ça... C'est... Qui j'ai entendu? Alors, écoutez, je vais demander à Annick de commencer, de nous présenter un peu c'est quoi l'Office de consultation publique de Montréal pour, si vous connaissez moins. Oui, bonjour. Peut-être que je peux commencer par répondre à la question du sondage avant de vous présenter l'Office. Vous dire en fait que pour nous, les consultations qui sont dans les temps longs sont probablement pour plein d'autres personnes ici des consultations plutôt courtes parce qu'on a l'habitude de faire des consultations qui durent, dont la partie publique, les activités publiques durent à peu près une saison. Quand ça dure plus de 6 mois, souvent, on trouve qu'on est dans une consultation longue. Et puis, nos plus longues vont durer 18 mois ou 2 ans. Donc, oui, je vous présente l'Office. L'Office de consultation publique de Montréal, c'est une institution paramunicipale qui est absolument dédiée à la consultation publique. On est un tiers neutre. On a une indépendance qui est enchâssée dans la Charte de la Ville de Montréal, qui est une loi du gouvernement du Québec. Donc, notre indépendance n'est pas... est difficile à remettre en cause, si on veut. Et puis, ça nous donne beaucoup de marge de manœuvre, autant sur les démarches que sur les recommandations, que sur les décisions budgétaires, là, par exemple.
Peut-être que tu peux, Guy, me montrer la suivante. Alors, nos consultations, elles portent surtout sur les compétences municipales en aménagement du territoire et en urbanisme. Le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal peut aussi nous mandater sur tout autre sujet qu'il juge utile ou nécessaire. Alors, on fait assez régulièrement des consultations sur des plans ou des politiques de la ville. Et on a aussi à Montréal un droit d'initiative en consultation publique. Alors, il y a des modalités, là, mais c'est possible pour les citoyens de forcer la ville à tenir une consultation sur un sujet s'ils accumulent suffisamment de signatures pour l'exiger. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous allez voir là, au fil de la présentation un peu plus concrètement comment ça se passe chez nous. Merci Annick. Alors, je vais demander à Brigitte de nous présenter EDF. Bonjour à tous et à toutes. Ravie d'être avec vous et d'être avec nos collègues de Montréal. EDF, en quelques chiffres, EDF, c'est près de 39 millions de clients, presque 165 000 salariés, répartis dans une quarantaine de pays dans le monde, avec un mix énergétique varié mais pas équilibré, hein, c'est comme ça que c'est plutôt perçu, avec une production de 79, alors ça varie entre 75 et 79 % de nucléaire, 11% d'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est à la fois l'hydraulique et puis l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, voilà. Et puis encore 10% de thermique, mais avec un engagement fort d'arrêter le charbon en 2023. Donc une grosse entreprise, hein, on peut dire, avec 71 milliards de chiffre d'affaires, voilà, donc quelques chiffres, et avec, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, une dimension extra-financière qui devient aussi importante que la financière. Voilà, donc nous sommes notés, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais nous sommes notés au même titre que toutes les entreprises du CAC 40 par des agences de notation qui nous disent vous êtes A, A+, A-, B, voilà, donc même échelle de valeur sur nos engagements plus environnementaux, sociétaux, droits humains, voilà. Donc c'est un sujet important aujourd'hui. Donc le slide suivant, c'est juste pour rappeler qu'on est aujourd'hui le premier électricien mondial, qu'on est leader dans la production bas carbone, hein, avec notre mix énergétique, et qu'on est sur tous les métiers avec différentes filiales, depuis la production jusque chez le client. Notre engagement, il est bien sûr d'être plus en production. Dans le slide suivant, de doubler la production des énergies renouvelables d'ici 2030, effectivement avec cet objectif de fermer tous les sites charbon du groupe. On a aujourd'hui un gros projet de développer les autres formes d'énergie, que ce soit nucléaire ou énergie renouvelable. Et puis, on est très présent aujourd'hui à l'international et on se développe de plus en plus à l'international. On se développe avec une raison d'être. Alors ça, c'est plus franco-français, mais c'est en train d'arriver un petit peu dans tous les pays. La slide suivante, notre raison d'être, elle a été approuvée en conseil d'administration au mois de mai. Construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être, développement grâce à l'électricité. Et donc, pour réaliser ça, on s'est adossé aux objectifs de développement durable de l'ONU, les objectifs que chacun connaît. Et donc, le slide suivant montre comment on a décliné notre raison d'être par rapport aux objectifs de développement durable de l'ONU. Devenir neutre en carbone et contribuer à rester en dessous des 2 degrés, préserver la planète et les ressources,
faciliter le bien-être et contribuer au développement. Voilà, donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on se présente à EDF et c'est nos engagements et nos enjeux et notre ambition. Voilà. Et alors pour revenir au sondage initial sur la concertation, est-ce que c'est quoi le temps long à EDF? Ben, le temps long à EDF, c'est la plupart des projets, c'est plus de 10 ans de concertation. Ce qui est assez fascinant, on aimerait aller passer un certain temps chez vous pour voir comment ça se passe. Eh bien, moi, j'aimerais bien passer un certain temps chez vous pour vivre des concertations parfois un peu plus courtes. On trouvera moyen de changer de place un jour. Annick, est-ce que tu pourrais décrire un peu le processus de base traditionnel de l'Office, mais comment ça évolue aussi maintenant? Oui, bien sûr. Donc, tantôt, je vous disais, l'Office, on fait les consultations publiques, surtout sur des projets en urbanisme, en aménagement du territoire. C'est vrai, il y a aussi les plans, les politiques de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres instances à Montréal aussi qui font de la consultation publique. Il n'y a pas que l'Office. Nous, notre rôle, c'est surtout d'intervenir quand les enjeux sont métropolitains, là, ou quand les projets ont un rayonnement plus large que leur quartier, par exemple. Autrement, c'est souvent les conseils d'arrondissement qui vont se charger des consultations plus locales. Il y a aussi des commissions permanentes de la ville qui font des consultations. Par contre, ce qui est un peu aussi important dans le mandat qui nous est, dans notre mission, là, qui est enchâssée dans la loi, comme je le disais tantôt, c'est que on a aussi la responsabilité de proposer des règles pour encadrer la consultation publique à Montréal dans son sens large, assurer les meilleures pratiques et que les mécanismes de consultation qui sont utilisés à Montréal soient crédibles, transparents et efficaces. Donc, il y a vraiment là, à la base de notre mission, depuis presque 20 ans maintenant, une volonté de transparence, de crédibilité, là, de rigueur et d'efficacité, c'est-à-dire pour nous aussi beaucoup d'accessibilité de nos processus de consultation. Traditionnellement, à l'Office, les consultations se déroulent en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a la partie information qui est vraiment distincte de la partie consultation, ou souvent, chez nous, ça va s'appeler l'audition des opinions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps où on met en ligne de la documentation, où on partage de l'information et où on crée des événements qui visent à partager cette information-là, à faire émerger de la nouvelle information aussi. Souvent, ça se passe dans des séances publiques d'information où les citoyens peuvent poser des questions. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un dont on entend la chaise. Donc, oui, je disais la consultation en 2 temps. Ça, c'est notre façon de faire traditionnelle et c'est quelque chose de prévisible chez nous. Donc, il y a une phase d'information, il y a une phase de consultation et ensuite, il y a une phase d'analyse et de rédaction du rapport. Et l'ensemble des informations, des documents et le rapport, évidemment, c'est public. Si les commissaires chez nous ont accès à de la documentation, elle est mise en ligne sur le site web de l'Office et elle y reste pour toujours. C'est la même chose de tous les mémoires qu'on reçoit, toutes les opinions qu'on entend, les transcriptions des séances publiques. Donc, ça vient qu'à être une mine documentaire aussi, là, une ressource documentaire importante en aménagement du territoire. Et ça permet aussi de voir l'évolution du débat public dans le temps, dans certains quartiers. Ce que vous voyez à l'écran, c'est on voit au centre un peu les morceaux de casse-tête qui sont verts. C'est notre démarche traditionnelle, notre méthode conventionnelle. Et puis, depuis plusieurs années, s'est ajouté
à cette méthode-là qui, à l'origine, était vraiment composée de 2 grands événements, un événement d'information puis un événement d'audition d'opinion. C'est ajouté à ça toutes sortes d'autres processus, d'autres outils, d'autres méthodes pour faire participer plus de gens, mais pas seulement plus de gens, une meilleure diversité de points de vue aussi. Je pense qu'on a beaucoup travaillé là-dessus dans les dernières années, s'assurer que même les gens pour qui la participation était moins naturelle ou plus difficile, qu'on faisait les efforts nécessaires pour les joindre. Donc, maintenant, on a des ateliers créatifs, des portes ouvertes, parfois des hackathons, des consultations en kit là, autogérées où les gens peuvent faire leur activité, nous envoyer leurs résultats. On va voir plus tard là, dans ma présentation un peu comment on arrive à choisir cette programmation-là en fonction du dossier qu'on a à étudier. Oui, je pense que je vais retourner la parole à EDF parce qu'on va comparer un peu nos lignes du temps d'abord, puis après ça, je vous donnerai plus de détails sur comment on fait ça. Oui, Brigitte, alors voici de quelle manière... Oh, il y a des éléments qui apparaissent en plus. Comment ça se présente au niveau de EDF? En fait, c'est assez proche de ce que vient de dire Annick. Et c'est-à-dire, on a une phase d'information, une phase de consultation, des rapports, mais on l'a un petit peu structuré en se disant, avant, il faut connaître les parties prenantes du territoire, donc faire ce diagnostic territorial et cette cartographie des parties prenantes. Ensuite, on examine la manière dont c'est accepté. Alors, je sais que le mot acceptabilité choque parfois certaines oreilles, mais dans le vocable d'un industriel, c'est assez logique. Et je sais que chez vous, acceptabilité sociale, c'est pas un gros mot. Au contraire, c'est quelque chose qui est assez utilisé. Après, en tant qu'industriel, on doit étudier la faisabilité du projet. Et donc là, il y a un certain nombre d'études qui doivent être conduites et qui là aussi sont mises en partage avec les citoyens pour ensuite avoir cette phase interne d'instruction pour aller jusqu'à la construction et l'exploitation. Et pendant toutes ces périodes, c'est pour ça que c'est long aussi, pendant toutes ces périodes, il y a ces éléments d'information, de consultation, de concertation, tous ces moments et ces moments qu'on appelle de reddition où on revient vers le public, les élus, le territoire, toutes les parties prenantes pour travailler avec elles sur l'évolution du projet. Et c'est pour ça que nous, effectivement, le temps, il est très long. Là, dans l'exemple que je montre, c'est 20 ans jusqu'à l'exploitation. Donc, mais bon, on arrive à faire des projets en 10 ans quand même, hein, je vous rassure quand même. Mais c'est vrai que toutes ces phases sont assez longues et elles sont assez longues parce qu'on respecte ces principes de participation du public, d'accéder aux informations pertinentes sur des dossiers complexes, techniques. C'est hyper important d'être compréhensible par tout le monde. C'est vraiment une procédure. Alors, en France, il y a des procédures réglementaires. Et puis, il y a des procédures volontaires. Voilà, donc on est sur les deux créneaux en principe. On fait en amont très souvent une procédure, une concertation volontaire avec tout le travail préalable. Ensuite, on fait soit un débat public, soit une concertation préalable. Là, c'est des règles liées notamment au montant des projets. Un débat public, tout projet de plus de 300 millions d'euros doit faire l'objet d'un débat public. Sur certains projets entre 150 et 300, c'est aussi le cas. Et sinon, c'est une concertation préalable avec des garants. Voilà, donc c'est un processus très typiquement national français. Et le principe, c'est pourquoi il y a ces longs délais aussi. Il n'y a pas seulement parce que c'est un gros objet technique, c'est aussi on a des délais raisonnables pour entendre, écouter les observations, les propositions qui sont formulées.
Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de projets évoluent grâce à cette concertation et tout à l'heure, je vous montrerai un exemple. Et puis, pour nous, la concertation, c'est aussi des principes, des échanges structurés entre parties prenantes autour d'un projet. On ne concerte pas simplement pour concerter. L'objectif, c'est de viser à la réalisation du projet dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de faire un rapport au Conseil économique, social et environnemental sur ce sujet, comment on développe un projet et ces définitions ont fait l'objet de beaucoup de discussions avec tous les types de parties prenantes pour arriver à obtenir ça. Voilà, donc le temps long, il s'explique. Et le temps long, ça permet effectivement d'assurer information, consultation, concertation et puis retour vers les parties prenantes et aller-retour dans toutes les phases. Alors, ce qui est intéressant dans la définition, d'abord, participation publique, de la manière que vous la présentez, ça nous rejoint beaucoup. Bon, j'imagine que la définition elle est peut-être classique, mais je veux dire, l'importance de fournir l'information aux participants et l'importance de se donner des délais raisonnables pour permettre la réflexion. Et je fais la remarque linguistique suivante. Les mots n'ont pas toujours le même sens entre le Québec et la France. Concertation, dans le contexte québécois, on va parler beaucoup plus de consultation, étant donné que concertation, pour nous, c'est un mot qui est plus fort dans le sens où il nécessite l'entente de toutes les parties à un projet, alors que la consultation, elle est plus dans le sens de la concertation, de la manière que vous l'utilisez, vous. Alors, entrons dans le vif du sujet. Annick, quand un mandat arrive à l'Office de consultation et qu'on sait qu'il va être hors norme au point de vue des échéances, de quelle manière on aborde ça? Merci. Peut-être juste avant de tomber là-dedans directement, vous dire que chez nous, il y a un peu, disons que si j'enlève les consultations en droit d'initiative, qui, elles, ont un peu leur ligne du temps particulière, il y a un peu deux grandes catégories de consultations. Il y a les consultations qu'on dit en amont ou en aval. Et contrairement à EDF, nous, on ne développe pas de projet. Donc, notre travail, c'est d'être une aide à la décision publique. Nos rapports de consultation sont adressés aux élus du conseil municipal, qui sont ceux qui vont avoir à prendre une décision. Dans le cas des consultations qu'on appelle en aval, c'est-à-dire où là, les gens doivent donner leur avis sur un projet ou sur une modification réglementaire qui permettrait un projet. Donc, quand on est en amont, ce qu'on appelle en amont, c'est surtout des consultations plus prospectives, des exercices de vision. L'administration va nous demander, l'administration municipale, les élus vont nous demander de consulter la population pour voir un peu quelles sont les attentes, les besoins, la vision des citoyens. Souvent, ça s'applique aux situations où il y a des grands secteurs ou des parties du territoire qui sont à redévelopper, ou des friches industrielles, ou des territoires qui ont changé de vocation. Souvent, justement, des anciennes zones plus industrielles qui deviennent vraiment des milieux de vie. Alors, il faut voir avec les gens un peu quelles sont les attentes et les besoins. Donc, évidemment, les consultations longues, c'est souvent plutôt des consultations qui viennent sur des sujets en amont ou sur des consultations qui nous proviennent du droit d'initiative. Il y a quelques cas aussi où on parle plus de consultations, où il faut vraiment consulter là, en aval sur de la réglementation ou sur un projet là, qui est très défini. Mais de façon générale, on est plutôt dans des exercices prospectifs quand ça dure longtemps. Donc, comment on s'y prend pour déterminer quel va être le programme, si on veut, là, la démarche?
d'une consultation qui peut s'échelonner sur plusieurs mois ou quelques années, là, disons, c'est peut-être généreux. Là. Généralement, ça ne dépasse pas 2 ans chez nous. Ce qu'on fait au départ, quand on est à réfléchir un peu à comment on va attaquer le mandat, il y a un certain nombre d'étapes. On fait d'abord une cartographie des parties prenantes. Je ne vais pas m'étaler longtemps là-dessus tout de suite parce qu'on va y revenir tout de suite après, je pense, sur de quelle façon on fait ça, puis à quoi ça nous sert. Mais c'est vraiment pour nous une façon d'aller prendre contact avec le terrain parce que ça nous arrive de recevoir des mandats de consultation dans des arrondissements où peut-être on n'a pas fait de consultation depuis très longtemps, peut-être qu'on n'est même jamais allé en consultation sur le terrain dans ces secteurs-là. Ça nous permet aussi de mettre la table pour les autres étapes de la planification. Il y a au même moment, évidemment, toute une appropriation des enjeux là, et des contenus de la consultation qui se fait. Et à la suite de ces deux étapes-là, on arrive vraiment à concevoir la démarche de la consultation. Donc, ça nous permet de construire cette démarche-là en se basant sur de l'information, faire l'inventaire des gens qui sont touchés, soit par le thème, soit par le projet, et aussi de s'assurer que tout le monde va trouver la possibilité de participer à la consultation. Donc, quand on a conçu notre démarche ou notre programme, par la suite, là, évidemment, on va réfléchir à nos stratégies de communication puis de mobilisation. Et on va essayer de se donner des objectifs là, internes à ce moment-là aussi, à savoir qu'est-ce qu'on compte accomplir, et en termes de participation, mais aussi en termes de contribution, là, de contenu. Sur quoi on souhaite entendre les gens, quel type de contribution on souhaite recueillir, à quelles questions on cherche des réponses. Et puis, toute cette réflexion-là va nous amener à réfléchir vraiment à quelle est la capacité, notre capacité organisationnelle, c'est-à-dire est-ce qu'on a les ressources suffisantes, comment on va répondre à l'ensemble des questions que je viens de soulever. Et puis, aux différents niveaux de participation qu'on souhaite aussi, d'engagement, qu'on souhaite développer là, avec les gens, parce que, comme je disais, souvent, on arrive dans on n'a pas une relation préétablie avec les gens qu'on veut consulter. On arrive à un moment où le promoteur du projet ou les gens de la ville dans l'arrondissement en question, eux, ont fait déjà des démarches préalables. Il y a des gens qui ont déjà été concertés ou consultés, là. Mais nous, l'Office arrive avec sa démarche de consultation, c'est une relation nouvelle qu'il faut développer. Il y a certains quartiers où on revient plusieurs fois de suite sur certains sujets ou parce qu'il y a beaucoup de projets qui se développent. Là, à ces moments-là, on a un peu plus nos habitudes, mais sinon, il faut quand même prendre le temps de s'assurer que notre compréhension du terrain, puis les choix qu'on fait aussi dans les activités qu'on propose sont adaptés au public qu'on veut consulter. Donc, peut-être, oui, parler un peu de ce qui est les caractéristiques d'un mandat à longue échéance. Comme on remarquait tantôt, les temps longs n'ont pas la même longueur chez les uns et chez les autres, mais je pense qu'on peut quand même déceler quelques caractéristiques des mandats qui nous permettent de qualifier, si on veut, ces consultations-là. Déjà, il y a la portée et la définition là, du mandat de consultation. Je vous disais tantôt, nous, on reçoit nos mandats du conseil municipal ou du comité exécutif. Ce n'est pas nous qui décidons sur quoi on consulte.
les mandats nous arrivent libellés. On a un périmètre de la consultation qui est défini au départ, ce qui n'empêche pas que pendant la consultation, les gens amènent aussi d'autres sujets ou d'autres préoccupations qui font peut-être un peu évoluer ce qu'on considère être justement la portée de ce mandat-là, mais reste qu'on a le devoir de répondre au conseil municipal sur le mandat qui nous a été donné. Donc, il y a la complexité du sujet et de l'information à diffuser. C'est parfois ce qui provoque les temps longs aussi. Quand on a fait une consultation il y a quelques années sur le plan directeur d'un grand parc qui s'appelle le parc Jean-Drapeau, qui est au sud de Montréal, où il y a sur ces deux petites îles, mais il y a sur ces îles-là beaucoup d'activités. Il y a des enjeux de mobilité, de patrimoine, il y a des installations sportives, des installations culturelles, des espaces naturels. Il y avait là un sujet suffisamment complexe où, pour arriver à faire participer les gens et à aller chercher vraiment de l'information utile, il fallait arriver à segmenter les sujets. Et pour ça, ben, ça nécessitait de prendre le temps. Le besoin aussi de représenter une diversité de points de vue, en particulier quand on sait qu'on a affaire à des groupes qui pourraient être à risque d'exclusion, pour qui la participation est plus difficile. On a eu l'an dernier une consultation qui a duré presque 2 ans sur la discrimination et le racisme systémique à Montréal. C'était une consultation qui nous est arrivée par le biais d'un droit d'initiative. Donc, plus de 20 000 personnes avaient signé une pétition pour demander à la Ville de réfléchir à ces questions-là. Là, on savait qu'on allait devoir faire des efforts supplémentaires pour aller joindre des publics qui peut-être n'avaient jamais de leur vie participé à une consultation publique à Montréal, qui peut-être avaient des difficultés aussi avec la langue ou avec l'écrit ou avec juste l'idée même que leur point de vue était utile et qu'ils avaient intérêt et aussi le droit de joindre cette discussion publique-là. Donc,